les petits readers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui m'a été demandée sur Instagram. On m'a demandé de vous présenter les livres qui ont bouleversé ma vie de lectrice. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous parler des étapes de ma vie littéraire qui m'ont marqué, ou alors de mes habitudes de lecture, de comment je fonctionnais, de ce que j'aimais, de ce que j'aimais pas, etc. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Alors, le premier livre dont je vais vous parler, je l'ai lu quand j'avais 12 ans et il est tellement extraordinaire que je le conseille encore maintenant en librairie. Il s'agit de La rivière à l'envers de Jean-Claude Monleva, publié aux éditions Pocket. J'étais en première secondaire quand je l'ai lu et j'avais une professeure de français qui était très stricte. Mais qui pour moi était juste et qui était juste passionnée par ce qu'elle enseignait. Il y en a énormément qui ne l'aimaient pas forcément, mais moi je l'aimais beaucoup et je garde un très très bon souvenir des moments dans sa classe, notamment parce qu'elle m'a fait découvrir ce livre-là qui est juste magique. La rivière à l'envers, ça raconte l'histoire de Tomek, un jeune homme qui tient une épicerie dans laquelle on trouve absolument n'importe quoi. Et un jour, une jeune fille qui se prénomme Anna va venir lui demander de l'eau de la rivière à l'envers. Alors pour une fois, Tomek il est là, je sais pas trop ce que c'est, donc je vais lui répondre non. Donc elle repart toute penaude et il se renseigne quand même parce que Anna, elle plaît un petit peu à Tomek. Et donc il va se rendre compte que l'eau de la rivière à l'envers a un pouvoir assez particulier, c'est-à-dire que quand on en boit, on devient immortel, ça soigne toutes les maladies, etc. Et elle a la particularité d'être dans une rivière qui ne va pas jusqu'à la mer, mais vient de la mer et remonte à la source. Le voilà donc parti dans une expédition à travers un monde juste incroyable, avec des créatures fantastiques, toutes différentes mais pas moins intéressantes, pendant laquelle il va se poser des questions sur l'immortalité, sur le fait de profiter de la vie parce qu'elle est courte, ou des choses comme ça. Je garde un excellent souvenir de ce livre, même si ça fait 10 ans que je l'ai lu, parce que je trouve qu'il est un parfait mélange entre aventure, philosophie, un petit peu sentimental quand même finalement, et je trouve qu'il est juste parfait pour les enfants à partir de 10-12 ans pour se poser les bonnes questions et pouvoir s'évader correctement. Dans ma scolarité, j'ai lu pas mal de bons bouquins, mais j'en ai aussi découvert de très très bien toute seule, notamment Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Rutos et Pétis, publié ici aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. C'est un livre que ma marraine m'avait offert à Noël l'année de mes 15 ans, il me semble, et c'est le premier livre pour les grands que je lisais, enfin vraiment avec un sujet beaucoup plus développé et avec des questions beaucoup plus sociétales en fait, on va dire. Dans ce livre, Rutos et Pétis, on raconte l'histoire de Lina, jeune lituanienne de 15 ans, qui en juin 1941 voit débarquer chez elle le NKVD, donc c'est en gros la Gestapo mais du côté russe, qui l'embarque elle ainsi que sa mère et son petit frère Jonas dans des trains, dans des camps, à même la neige, dans des conditions absolument déplorables, et on va suivre comme ça tout le parcours de Lina et de sa famille pendant cette période absolument horrible qu'est la Seconde Guerre mondiale. Ce livre m'a énormément marqué, tant et si bien que j'en ai fait des cauchemars à ma lecture tellement j'étais pas habituée à lire des livres aussi poignants et aussi bouleversants. En fait, Rutos et Pétis, c'est une façon de raconter l'histoire qui est juste incroyable. Et là, elle est dans un point de vue, je trouve, assez original parce qu'elle prend un sujet qui était mille et une fois repris dans des livres, donc la Seconde Guerre mondiale, mais elle la raconte du côté des pays baltes. Elle a d'ailleurs repris ce thème dans son troisième bouquin, Le sel de nos larmes, qui est juste encore plus incroyable que celui-là, je savais pas que c'était possible. Et à la lecture de ces deux livres, c'est devenu vraiment une auteure chouchou parce que je trouve qu'elle est juste fantastique. D'ailleurs, elle a sorti son quatrième bouquin qui est juste ici, Hôtel Castellana. J'espère qu'il va sortir dans la vidéo de la semaine prochaine. Vous choisissez ma lecture parce que j'ai clairement envie de découvrir ce qu'elle a fait avec l'histoire espagnole cette fois-ci. Donc voilà, si vous voulez choisir un petit peu ce que je vais lire la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous abonner et puis à voir la vidéo de la semaine prochaine. Plus tard dans ma scolarité, on m'a aussi donné quelque chose à lire d'historique original, si je peux dire ça comme ça. Je devais avoir 17 ou 18 ans et c'était en cours d'italien, on voyait l'histoire de l'Italie et ma professeure d'italien que j'aimais par-dessus tout m'a donné Retour à Monte Carlo de Vincent Nguel à lire. Je vous en ai un peu parlé dans la vidéo de la semaine passée sur les auteurs belges, parce que oui, Vincent Nguel est belge. En gros, Retour à Monte Carlo, c'est une grande saga familiale qui se passe sur près d'un siècle. Donc on a 3 périodes, donc c'est trois grandes parties, je vais dire, dans le livre. La première période, c'est l'unification italienne dans 1850, je crois. La deuxième partie, c'est le fascisme un peu avant la Seconde Guerre mondiale. Et la troisième partie, c'est les années de plomb dans les années 70. Et si toutes les périodes que je viens de citer ici ne te disent absolument rien, cours lire le livre parce qu'il est juste génial. Bien évidemment, quand je l'ai lu, c'était une lecture scolaire, donc j'avais une certaine grille de lecture en tête et j'ai pas forcément fait attention à tous les détails et j'avais pas non plus le même âge qu'aujourd'hui. Donc peut-être que je verrai d'autres choses avec mes yeux d'adulte. Mais ce qui m'a fait donner envie de le relire, c'est une phrase que j'ai vue sur Livre Addict quand je préparais cette vidéo. En gros, on disait en 1978, Laetitia, son arrière-petite-fille, donc dans la troisième période, revient à Monte Carlo, ignorant tout des 4 générations de femmes qui y ont souffert du pouvoir absurde des hommes en quête de vaine révolution.
Et c'est vrai que c'est une vision assez féministe qu'il y a dans le livre, que je n'avais pas forcément vue à la première lecture. Donc peut-être qu'une relecture s'impose. Dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir mon avis de grand, on va dire, sur ce livre. J'étais à l'époque dans une école secondaire qui donnait pas mal de lectures obligatoires. Je crois que j'étais à un rythme de une lecture par mois obligatoire à l'école. Et ça faisait en sorte que, oui, alors ça a forcément forgé mon amour pour le bouquin actuel, mais ça a aussi fait en sorte que je ne lisais pas forcément pour moi, pour le plaisir à côté, parce que j'étais toujours coupée dans mes lectures. Raison pour laquelle j'aimais beaucoup les vacances, parce que du coup j'avais la paix et je pouvais lire ce que je voulais quand je voulais. Et le premier que j'ai acheté avec l'idée de me plonger dedans et de n'en sortir que quand je l'avais terminé, c'était À quatre mains de René Carlino, ici que j'ai aux éditions Milady. À quatre mains, ça raconte l'histoire de Mia, une jeune femme assez droite, assez carrée, qui a fait des études de droit, qui, à l'obtention de son diplôme, doit retourner à New York, reprendre le café de son père parce qu'il est malheureusement décédé. Alors dans ce café-là, il y avait toute une ode à la musique et on laissait un petit peu la chance aux nouveaux musiciens, etc. Dans l'avion, elle va faire la rencontre de Will, un jeune homme assez charmant qui est guitariste et qui s'en va à New York, donc il fait le même trajet qu'elle pour tenter sa chance dans la grande ville. Et de fil en aiguille, de discussion en discussion, elle va lui proposer de devenir colocataire. Vous vous en doutez, ils ne vont pas rester colocataires très longtemps et Miss Droiture va devoir descendre de son piédestal beaucoup trop strict très rapidement. Alors Mia me casse un petit peu les pieds dedans parce qu'elle était très versatile. Un coup elle attire Will et puis un coup non, puis un coup oui, puis un coup non. Enfin bon, elle m'a un petit peu cassé les pieds. Mais en soi, la morale qu'il y a derrière des fois accepter de se laisser aller par l'art et par les sentiments, etc. et ne pas être trop droit, ça j'avais vraiment bien aimé. Et puis la complicité de Mia et de Will est quand même vraiment extraordinaire. Et c'est le premier coup de cœur que j'ai eu avec un personnage qui s'appelle Will. Et ceux qui me connaissent savent que les personnages qui s'appellent Will, la plupart du temps annoncent un gros coup de cœur pour moi sans pouvoir vous expliquer pourquoi. Bref, À quatre mains est très important dans ma vie de lectrice. Et le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est Le Scarabée bleu d'Emmanuel Japper, publié aux éditions Erol. Ça fait assez longtemps que je l'ai lu, mais c'est mon premier service de presse, donc dans ma vie de lectrice, il est assez important. Alors, du coup, comme je ne m'en souviens plus très bien, je vais vous lire le résumé. Anisha vit dans une oasis reculée du Maroc. Elle passe le plus clair de son temps à dévorer des livres. Seulement, en se coupant ainsi des autres et du monde, elle oublie les joies simples de l'existence. Jusqu'au jour où elle rencontre un scarabée bleu posé sur une pivoine. L'insecte devine en elle un potentiel hors du commun. Il va alors l'entraîner dans une quête initiatique à travers Marrakech, puis Tanger, avant d'arriver en Égypte. Après bien des épreuves, Anisha va y découvrir son destin. En réalité, c'était le premier roman de développement personnel que je lisais et j'ai adoré découvrir ce genre pour la simple et bonne raison que je m'intéressais déjà au développement personnel, au bien-être, etc. Mais je trouvais que la non-fiction, des fois, était un petit peu trop monotone. Et le fait de découvrir une histoire qui met en pratique un élément de développement personnel, je trouvais ça assez sympa. Et puis là, l'équilibre histoire et développement personnel est assez bien équilibré parce que quand il n'y a pas assez d'histoire, la plupart du temps ça devient assez lourd parce qu'on comprend qu'il y a des éléments qui veulent être mis en pratique et donc du coup les dialogues sont parfois un petit peu trop tournés non-fiction justement. Donc c'est pas très cool, mais là vraiment l'équilibre était génial. Et ce qui était vraiment chouette aussi, c'était l'ambiance exotique, vraiment soleil, voyage, etc. qui était vraiment parfaite pour découvrir une autre culture et puis s'évader en ayant le soleil rien qu'avec les mots. Voilà donc les 5 livres qui ont marqué ma vie de lectrice. N'hésitez pas à me dire en commentaire ceux qui vous ont marqué vous, à aimer la vidéo si jamais ce genre de top vous a plu et puis à vous abonner pour voir la suite. Je voulais aussi dire merci à tous ceux qui ont été voir mon compte YouTube et qui ont fait grimper un petit peu la cagnotte, donc merci à vous. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore été voir, il y a tout qui est en barre d'infos de toute façon comme d'habitude. Et puis moi d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de magnifiques lectures et une excellente semaine. Prenez soin de vous.